tendinite, gastrite, bronchite, sinusite, arthrite. Bon, tous ces mots en it, on les connaît bien, non? Ils font un peu partie de notre quotidien santé. On les voit sur les ordonnances. Oui, c'est vrai. Mais à part cette terminaison it, ça veut dire quoi au fond, l'inflammation? Justement, c'est tout l'intérêt de notre discussion aujourd'hui. Ce suffixe it, il indique bien une inflammation, oui, d'un tissu précis, d'un organe. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel, je crois. D'accord. Donc l'idée, c'est de creuser un peu. Est-ce que c'est juste un truc pénible à faire disparaître, une douleur qu'il faut faire taire avec des médicaments? Ou est-ce que c'est peut-être autre chose? Un langage du corps, quelque chose qu'il faudrait apprendre à écouter, à décoder? C'est ça. Exactement. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article intéressant. À la base, il était plutôt pour les kinés, les professionnels de santé. Ah oui, hein. Mais je pense que les idées dedans sont vraiment pertinentes pour tout le monde, en fait, pour quiconque est touché par ces problèmes. L'approche, c'est de voir l'inflammation pas comme une ennemie, mais Comme un message. un message que le corps envoie. Un message. D'accord. Alors, allons-y. L'idée la plus commune, c'est quand même que l'inflammation, c'est ça le problème. La tendinite, la colite, c'est la maladie elle-même. Oui, et c'est là que la source qu'on explore apporte une nuance importante. Elle insiste vraiment, derrière ces mots un peu techniques, il y a d'abord un signal, une communication du corps. L'inflammation, c'est une tentative organisée pour protéger, nettoyer, réparer une zone qui a subi une agression. Une tentative? Oui, pour retrouver un équilibre, l'homéostasie comme on dit, ce n'est pas juste une erreur, un bug du système, quoi. Une tentative de réparation. Hein, c'est intéressant comme vision. Mais alors, concrètement, ça se passe comment? Si c'est pas une erreur, c'est quoi le mécanisme? Ah, c'est là qu'on touche à la mécanique du corps, c'est assez fascinant. L'inflammation aiguë, la réponse immédiate, celle qui dure pas normalement. Oui. L'article la décrit comme une réaction physiologique adaptative. C'est une réponse intelligente, bien orchestrée par notre système immunitaire. Adaptative, donc faite pour nous aider, en quelque sorte. Comment ça marche alors? Alors, le processus classique, celui qui est bien décrit, il se passe en gros en 4 temps. Le premier, c'est la vasodilatation. Il faut imaginer les vaisseaux sanguins. Ok. Là où il y a l'agression, ils s'élargissent, comme pour ouvrir les vannes. Ça permet d'amener plus de sang, plus de troupes de secours, et c'est ça qui donne la chaleur et la rougeur qu'on connaît. D'accord, ça amène les secours sur place, logique. Et le gonflement, l'œdème? Ça vient juste après. Avec la vasodilatation, les parois des vaisseaux deviennent aussi plus perméables, un peu comme des portes qui s'ouvrent. Ça laisse passer le liquide du sang, le plasma, et surtout les cellules immunitaires, les globules blancs, Ah oui. pour qu'elles aillent pile là où il faut, dans les tissus. C'est cet afflux de liquide et de cellules qui crée le gonflement. Et ces cellules, elles vont nettoyer, combattre les microbes s'il y en a, et commencer la réparation. C'est clair. Mais la douleur, c'est souvent ça qui nous gêne le plus. Elle sert à quoi dans ce mécanisme utile et elle est vraiment nécessaire? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est désagréable. Mais d'un point de vue purement physiologique, elle est cruciale. La douleur, c'est comme une alarme hyper efficace. Une alarme hyper efficace. Oui, elle nous force à réaliser qu'il y a un problème à un endroit précis, qu'il faut faire attention. Elle nous pousse à protéger la zone pour pas empirer les choses. Sans elle, on risquerait de continuer à utiliser, je sais pas, une articulation blessée et on compromettrait la guérison. Une alarme nécessaire, donc. Mm. Et le quatrième temps? C'est la perte de fonction. Souvent, c'est lié au gonflement et à la douleur. En gros, on a du mal ou on ne peut plus du tout utiliser la partie enflammée. La cheville qu'on peut plus poser, le doigt qu'on plie plus. Exactement. C'est contraignant, bien sûr, mais cette mise au repos forcée, elle est super importante. Ça garantit que la zone peut se concentrer sur la cicatrisation sans être sollicitée. Ok, donc si je résume, chaleur, rougeur, gonflement, douleur et cette difficulté à bouger, ce ne seraient pas des signes de panique du corps, mais plutôt les étapes d'un programme de réparation? Tout à fait. La source le dit bien. Sans cette inflammation aiguë, on ne pourrait pas cicatriser, on ne pourrait pas se défendre contre les infections. C'est vraiment un mécanisme de base pour notre survie. Bon, alors là, la question qui vient tout de suite, c'est si c'est si bien fait, si naturel, pourquoi on en fait tout un plat de l'inflammation? Pourquoi on parle tout le temps d'inflammation chronique comme d'un problème majeur aujourd'hui? Ah, voilà, on y arrive. C'est là que ça devient très pertinent pour nous aujourd'hui. L'inflammation aiguë, normalement, c'est intense, mais ça doit s'arrêter. Le problème, c'est quand cette alarme, pour X raison, reste allumée tout le temps ou se déclenche sans vraie raison.
Hmm, C'est ça l'inflammation chronique, souvent dite de bas grade. Une sorte de feu qui couve en permanence, si tu veux. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que l'alarme reste allumée alors? Selon l'article, quels sont les coupables? L'article pointe du doigt tout un tas de facteurs très liés à nos vies modernes, des choses qui sollicitent le système sans arrêt et l'empêchent de se calmer. D'abord, il y a l'alimentation pro-inflammatoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dedans? Une alimentation souvent trop riche en sucre, rapide, en céréales très transformées, en mauvaises graisses, les saturés, les trans, et en même temps pauvre en trucs protecteurs. Les fibres, les vitamines, les bons gras, Les oméga 3 et tout ça. voilà. Ces choix alimentaires peuvent directement allumer les mèches de l'inflammation dans le corps. D'accord. L'article parle aussi du microbiote, j'ai vu. Oui, le microbiote intestinal déséquilibré, la dysbiose, c'est hyper important. Dans nos intestins, on a des milliards de bactéries qui jouent un rôle clé pour éduquer et calmer notre système immunitaire. Si cet écosystème est perturbé parce qu'on mange le stress, les antibiotiques, Oui. ça peut entraîner une réponse immunitaire qui s'emballe et favoriser un état inflammatoire dans tout le corps. Ce lien intestin-inflammation, il a l'air central. Et quoi d'autre? Le texte parle aussi du stress oxydatif. Faut voir ça un peu comme de la rouille au niveau de nos cellules. C'est causé par trop de molécules agressives, les radicaux libres, que le corps n'arrive plus à gérer. Et ça vient d'où, ça? De plein de choses, la pollution, la cigarette, le stress chronique, mais aussi une mauvaise alimentation. Et cette rouille, elle est connue pour être un puissant déclencheur d'inflammation. La rouille cellulaire. C'est parlant comme image. Et le fait de ne pas bouger? Le manque de mouvement, la sédentarité, c'est un autre point clé. Bouger régulièrement, sans tomber dans l'excès non plus, ça a des effets anti-inflammatoires prouvés. Ah oui? Oui, nos muscles, quand ils travaillent, ils libèrent des substances qui aident à calmer l'inflammation générale. Rester assis des heures, au contraire, ça favorise ce climat pro-inflammatoire. Donc, bouger, c'est la santé, c'est pas juste un slogan. D'autres éléments. L'article évoque aussi une possible altération des fonctions du foie. Le foie, c'est notre super filtre, il détoxifie, gère le métabolisme. S'il est surchargé, fatigué, il peut moins bien faire son boulot et laisser passer des trucs pro-inflammatoires. Ok. Les fonctions digestives en général aussi peuvent être en cause. Et un point sur lequel l'article insiste pas mal, c'est le concept d'intestin hyperperméable, le fameux leaky gut en anglais. L'intestin qui fuit. Ça veut dire quoi ça? Imagine la paroi de l'intestin comme une barrière super sélective, un filtre très fin. Normalement, elle laisse passer que les nutriments bien digérés. Oui. Mais si elle devient hyperperméable, c'est comme si les mailles du filtre étaient trop larges. Des choses qui ne devraient pas passer, des bouts de bactéries, des protéines mal digérés, arrivent à traverser et se retrouvent dans le sang. Et là, le système immunitaire. Exactement. Il les voit comme des intrus, des menaces, et il déclenche l'inflammation pour les neutraliser. Le problème, c'est que si cette fuite est constante, ça entretient une inflammation chronique, pas juste dans l'intestin, mais dans tout le corps. C'est... Waouh. Ça dessine un tableau où notre assiette, notre stress, si on bouge ou pas, la santé de notre ventre, notre foie, tout ça fait un cocktail qui peut garder le corps en alerte permanente. C'est une bonne image, oui. Les systèmes immunitaires, qui est fait pour des interventions ponctuelles, se retrouvent débordés, sollicités en permanence par tous ces facteurs modernes. Et ça crée cette inflammation de bas grade qui, à long terme, peut préparer le terrain pour plein de maladies chroniques. L'article, il aborde ça du point de vue des kinés. C'est quoi leur perspective particulière qui pourrait nous intéresser aussi? L'idée principale, c'est vraiment un changement de regard pour eux. Au lieu de se focaliser uniquement sur le symptôme local, genre masser un tendon enflammé pour calmer la douleur sur place, Oui, le traitement classique. et la source les invite à élargir leur enquête, à se demander pourquoi cette inflammation elle persiste, qu'est-ce qui, au niveau général du corps, pourrait entretenir ce signal d'alarme local. D'accord. Regardez au-delà de la zone qui fait mal. Et où est-ce qu'il suggère de regarder? Il met le paquet sur ce qu'il appelle la piste métabolique, viscérale et nutritionnelle. Ce qui est super intéressant, c'est cette idée que beaucoup d'inflammations chroniques, même celles qui touchent nos articulations, nos tendons, les fameuses IT musculo-squelettiques, pourraient en fait venir, ou du moins être bien nourries, par des problèmes qui se passent ailleurs, dans notre métabolisme, notre système digestif. Est-ce qu'il y a des exemples précis de ces liens? Genre un problème de digestion qui donnerait une tendinite? Oui, ça vient être très concret. Il parle par exemple de la résistance à l'insuline. C'est quand les cellules réagissent mal à l'insuline, l'hormone qui gère le sucre. Du coup, le sucre reste dans le sang, le pancréas s'épuise. Et cet état métabolique perturbé, on sait que c'est très pro-inflammatoire. Donc, un problème de sucre pourrait alimenter une inflammation au tendon.
C'est l'idée, oui. L'article parle aussi de la surcharge hépatique. Un foie patraque, qui filtre mal, peut laisser circuler plus de substances qui favorisent l'inflammation. Et bien sûr, il revient sur la dysbiose et l'hyperperméabilité intestinale comme cause possible majeure d'inflammation générale qui va ensuite se manifester quelque part localement. Et la nutrition dans tout ça? Elle est centrale. Le texte insiste sur les déficits en micronutriments anti-inflammatoires et protecteurs. Les vitamines C, E, la vitamine D qui est super importante pour l'immunité, des minéraux comme le zinc, le sélénium et bien sûr les fameux oméga 3. Ah oui. Une alimentation déséquilibrée, elle est souvent pro-inflammatoire parce qu'elle apporte en trop, mais aussi parce qu'il lui manque. Elle nous prive de ces éléments qui aident justement à calmer le jeu. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les tendinites ou les arthrites viennent forcément d'un problème de ventre ou de métabolisme? Il n'y a pas des cas où c'est juste on a trop forcé sur l'articulation. Non, bien sûr, c'est une nuance importante. L'article ne dit pas que la cause est toujours systémique. Un traumatisme, une surutilisation, ça existe et c'est souvent la cause d'une inflammation aiguë. Par contre, ce que l'article suggère fortement, c'est que quand l'inflammation devient chronique, qu'elle revient tout le temps ou qu'elle guérit très mal, Oui, là, ça vaut vraiment le coup d'aller explorer ces pistes métaboliques, digestives, nutritionnelles. Le terrain de la personne, son état général joue énormément sur sa capacité à éteindre une inflammation locale. je vois. Ça renforce vraiment cette idée que les IT, c'est pas juste une fatalité ou un ennemi à abattre. C'est peut-être un messager qui nous parle d'un déséquilibre plus large, souvent lié à notre mode de vie. C'est exactement ça le changement de regard proposé. Ces signaux inflammatoires qui persistent, ils montrent que le corps se bat, parfois maladroitement ou trop longtemps, à cause de facteurs extérieurs, pour retrouver son équilibre, son bon fonctionnement. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir face à une IT, que ce soit pour soi ou si on accompagne quelqu'un? Le message clé, je pense, c'est de dépasser l'envie de juste faire taire le symptôme, la douleur, le gonflement. Soulager, c'est important, évidemment. Mais l'approche la plus intéressante, c'est de se demander pourquoi le corps garde ce signal allumé. Qu'est-ce qui coince? Chercher la cause, derrière le voyant rouge qui clignote. Voilà. Du coup, l'objectif, c'est moins de combattre l'inflammation à tout prix que d'aider le corps à mieux la gérer, cette réponse qui est normale au départ, et de l'accompagner pour qu'elle se termine bien. Et ça passe souvent par s'attaquer au déséquilibre de fond qu'on a identifié, revoir l'alimentation, soigner l'intestin, gérer le stress, bouger mieux, soutenir le foie. En gros, rétablir l'équilibre général pour que le corps n'ait plus besoin de crier à l'aide localement. C'est tout à fait ça. Créer les bonnes conditions à l'intérieur pour que l'inflammation puisse faire son job, si besoin, puisse s'éteindre tranquillement. C'est une approche qui soutient la capacité naturelle du corps à s'auto-réparer plutôt que de juste vouloir supprimer un symptôme. C'est une vision beaucoup plus globale, c'est vrai, et plus respectueuse de la complexité du corps humain. Voir l'inflammation comme un message, comprendre pourquoi elle devient chronique à cause de nos vies modernes, c'est très éclairant. Le point essentiel à retenir, c'est vraiment cette invitation à enquêter sur le pourquoi derrière une inflammation qui dure ou qui revient, plutôt que de se contenter d'éteindre le voyant sur le tableau de bord sans regarder le moteur. Une démarche d'enquête pour mieux comprendre et aider le corps. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir un peu plus loin. Si l'inflammation est un message souvent mal compris ou juste réduit au silence, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sensations, d'autres symptômes peut-être plus discrets qu'une grosse douleur, genre une fatigue qui traîne, des petits soucis digestifs, des problèmes de peau qui vont et viennent, qui seraient aussi des signaux, des messages subtils que le corps nous envoie pour nous alerter sur des déséquilibres plus profonds et qu'on a tendance à ignorer ou à traiter juste en surface, sans chercher la vraie cause?